De celui qui a organisé ces premières assises, Frédéric Lefebvre, qui est le député des Français de l'Amérique du Nord. Merci mon cher Pierre, je remercie Pierre Sled de nous accompagner tout au long de cet après-midi. Je voudrais vous remercier les uns et les autres d'abord d'être venus si nombreux, remercier nos intervenants et ceux de chacune des tables rondes, remercier mon collègue Luc Belot qui est ici, qui a comme caractéristique, c'est que moi je fais partie des Républicains, lui fait partie du groupe socialiste. Parce que j'ai tenu, et je lui ai demandé, il a immédiatement accepté, j'ai tenu à ce que ces premières assises parlementaires sur l'économie du partage, c'est-à-dire sur la nouvelle économie, cette nouvelle économie, on a tellement entendu ce nom il y a quelques années qu'on a presque l'impression, quand on le dit, que c'est démodé. Et on se souvient, il y a ici un certain nombre de personnes qui étaient à mes côtés au gouvernement à Bercy. On a pu organiser dans le passé un certain nombre d'événements où nous anticipions déjà sur un certain nombre d'acteurs, notamment dans le covoiturage, par exemple, il y a quelques années, dont parfois les aventures ne se sont pas toujours aussi bien terminées que celles que je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous qui êtes ici, avec des idées nouvelles. Je salue aussi le président Monboas de la FEVAD en disant que finalement, il doit se retrouver aujourd'hui un peu dans le camp de la vieille économie, alors qu'il a été celui qui portait, il n'y a pas si longtemps que ça, le camp de la nouvelle économie, justement, avec le e-commerce. Et donc c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on voit que, et c'est la raison finalement de ces premières assises, que le monde réel, le monde économique, bouge beaucoup plus rapidement, beaucoup plus agilement que le monde politique et que le monde institutionnel. Et donc la raison pour laquelle moi j'ai souhaité, sur ce sujet de l'économie du partage, que nous puissions nous réunir, c'est d'abord parce qu'avec la vision qui est la mienne, souvent loin de la France, et il y a beaucoup d'entre vous d'ailleurs que je croise dans ma circonscription, il y en a qui viennent de Miami, il y en a qui viennent de New York, ou que j'ai pu croiser en Californie, je veux vous dire combien, quand on regarde la France, on a l'impression qu'il y a à la fois une économie et une énergie qui est en train de bousculer un certain nombre d'obstacles, voire un certain nombre de montagnes. Et en même temps, pendant ce temps-là, on a un débat public dont j'ai l'habitude de dire qu'il divertit l'opinion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il le détourne de l'essentiel. Il y a tellement de sujets dont aujourd'hui, que ce soit dans ma famille politique, que ce soit dans ta famille politique, mon cher Luc, que ce soit dans le débat public globalement, qui ne concernent à peu près en rien le quotidien des Français, pour que ce soit intéressant que sur un sujet qui en réalité est en train de bousculer les vieilles habitudes et un certain nombre de lignes Maginot qui sont en train de céder les unes derrière les autres, qu'on puisse se réunir, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager à la fois nos visions respectives de cette économie du partage, qu'on puisse aussi, puisque vous êtes ici chez vous, à l'Assemblée nationale, c'est votre maison, mais c'est en même temps la maison où se construisent les réglementations. Et comme vous le savez, on est un pays où il y en a quelques-unes, des réglementations. Quelques codes et réglementations, pour ne pas dire souvent beaucoup trop. Quand nous étions, mon cher Alexandre, à New York il y a quelques jours, on voit à quel point un certain nombre d'entre vous, beaucoup de jeunes Français d'ailleurs, qui sont là-bas, pas pour fuir les impôts, comme je l'entends si souvent, mais plus pour aller, par passion, développer leurs projets, trouver le bon écosystème, trouver la taille critique pour attaquer un marché, trouver des financements. Voilà un sujet aussi sur lequel les uns et les autres, vous savez combien les obstacles peuvent être importants. Et donc, sur toutes ces questions-là, c'est très important qu'on puisse échanger et finalement, ensemble, commencer à bâtir les règles de bien vivre ensemble de cette économie. Il y a beaucoup de peur, évidemment, dans beaucoup de secteurs d'activité, et on peut le comprendre. Chacun d'entre nous, évidemment, a une vie
à des parents pour certains, des enfants pour d'autres. Et chacun sait qu'évidemment, quand vous avez un métier structuré dans une activité structurée qui est bouleversée, fragilisée, il est normal qu'il y ait de l'inquiétude. Et en même temps, l'histoire de notre pays, mais l'histoire de toute l'Europe, l'histoire de notre monde, est faite de bouleversements réguliers. Et ceux qui réussissent, et moi je crois que la France peut gagner, parce que je ne fais pas partie de tous ces déclinistes ou pessimistes, je pense que si la France veut gagner, elle a un coup à jouer, et un coup à jouer avant les autres. Et on a la chance, quand je suis aux États-Unis ou au Canada, je le vois et je le mesure tous les jours, dans l'œil des citoyens du monde entier, la France est d'abord la créativité, la recherche, les ingénieurs, l'intelligence, les savoir-faire, c'est-à-dire finalement tout ce qui est essentiel pour bâtir de nouvelles activités, de nouvelles branches entrepreneuriales et de la croissance. Et ça nous donne une carte extraordinaire. On a une deuxième carte dont on ne parle jamais en France, dont j'entends parler en permanence dans ma circonscription, qui est le français. On a l'habitude de dire qu'il faut parler anglais, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, je ne parle pas du Canada avec le Québec, évidemment, c'est un peu particulier, mais aux États-Unis, le multilinguisme, c'est vraiment la solution qui est proposée pour l'ensemble des jeunes qui veulent bâtir un avenir mondial. Et il se trouve que le français est pilier de ce multilinguisme. Et malheureusement, je pense que notre pays est beaucoup trop timide par rapport à la question de l'éducation des Français à l'étranger, qu'il faut au contraire investir. Et j'en terminerai là parce que j'aurai l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises au cours de cet après-midi. Mais la seule chose que je voudrais dire, avant que ne commence notre débat, c'est que nous avons, les uns et les autres, à construire cette France qui part à la conquête du monde. Et il faut juste se souvenir, alors que nous sommes au XXIe siècle, qu'au XVIe et au XVIIe siècle, il y a une jeunesse de France qui est partie à la conquête du monde. Et c'est ça qui permet aujourd'hui que le français soit l'une des langues les plus parlées dans le monde entier, sur tous les continents, que Forbes Magazine, il y a quelques mois, est sorti un numéro spécial avec des démographes américains, des économistes américains qui ont fait des projections à horizon 2050 en regardant l'évolution à la fois des populations, la croissance dans les différents pays, et que ça place le français en langue numéro 1. Peut-être qu'ils se trompent, en tout cas, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les Américains qui le disent. Et même si ce n'est pas numéro 1, ça veut dire que le français est aussi une carte formidable de croissance, évidemment avec l'Afrique. Et donc, toutes les problématiques que l'on voit aujourd'hui, y compris d'ailleurs notre attitude par rapport aux questions d'immigration, où on a le sentiment parfois d'avoir un pays qui est complètement rétréci, sclérosé, qui ne voit que la partie négative des choses, en oubliant que notre force, ça a toujours été notamment de pouvoir éduquer de nombreux jeunes du monde entier pour pouvoir ensuite nous développer partout dans le monde. Que de la même façon, quand on a la chance, contrairement aux Allemands, d'avoir une démographie extrêmement dynamique en France, qui fait qu'on a une pyramide des âges qui nous permet de voir l'avenir, notamment pour la question des retraites, ce qui n'est pas le cas des Allemands. Quand on a une structure du chômage qui est essentiellement, malheureusement peut-on dire, mais c'est la réalité, qui concerne essentiellement les cadres et les cadres formés, ça veut dire que la France a tous les moyens de projeter des forces dans le monde. Et donc projeter des forces dans le monde, c'est évidemment ce qu'a compris la jeunesse. Et le fait qu'on soit parmi les plus innovants, notamment dans cette économie du partage, ça peut donner à notre pays la chance de revenir dans le tout début du peloton au niveau mondial en termes de croissance et en termes de dynamisme. Et donc voilà, c'est tout ça que j'aimerais qu'on puisse partager les uns et les autres.
Pierre, maintenant je crois qu'on va laisser la parole au débat, mais je voulais, tout en vous remerciant d'être là bien sûr, mais vous dire à quel point je pense que ce qu'on peut construire est à la fois positif pour les uns et les autres, pour vos activités, pour les individus que vous êtes, mais est positif pour notre pays et pour les chances de notre pays dans l'avenir. Merci à tous. Merci Frédéric. Bon, première table ronde, donc quand on parle de l'économie du partage, Frédéric vient de le dire, on touche vraiment au plus profond du quotidien des Français dans tous les domaines. D'ailleurs, la table ronde va bien l'illustrer puisqu'il y a des représentants de différents domaines. Est-ce que cette économie du partage va durablement faire changer notre économie globale? Est-ce qu'on va vers, excusez-moi le terme, vers une ubérisation de l'économie? Et si je dis ça, c'est à dessein, c'est parce que, puisque Alexandre Quintarquet, qui représente Uber, vient d'arriver, c'est que on est pile dans l'actu, puisque ce matin, on a appris que Uber baissait de 20% ses tarifs, c'est ça, hein, je me suis pas trompé, de 20% ses tarifs, et ça c'est intéressant. Parce que en fait, enfin vous allez l'expliquer mieux que moi, mais à la fois vous rectifiez une contre-attaque des compagnies de taxi traditionnelles, et en même temps vous faites face à des nouvelles compagnies qui sont des petits Uber qui sont en train de monter, etc. Est-ce que maintenant finalement vous rentrez dans le rang et vous rentrez dans une économie traditionnelle de concurrence et vous allez faire comme les autres? Question, bonjour à tous, moi je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous, surtout pour parler de l'économie collaborative et puis évidemment de parler sans doute un peu aussi du beurre. Pierre Sled me donne la parole sur un sujet d'actualité, donc j'en profite. Non, je pense ce qu'il faut pas oublier, moi j'ai eu la chance de rejoindre Uber il y a 4 mois et demi, mais je suis un des premiers utilisateurs d'Uber en France, tout début décembre 2011, quand le service a été lancé à Paris. Et je pense, pour tous ceux qui s'en souviennent, en tout cas, la première année et demie, il n'y avait que Uber Berlin, c'est-à-dire le segment plutôt haut de gamme de nos produits. Une course entre Paris et Roissy était à 120 €. Elle est maintenant sur le même type de service réduit par 2, et la réduction du prix, parce qu'on augmente le nombre de chauffeurs sur la route et donc ça permet de faire plus de volume, a toujours été dans notre logique, pour une chose très simple et pour un objectif très simple, c'est de rendre accessible le transport en chauffeur, de transport en voiture à tous, et plus le prix est élevé, moins c'est effectivement possible de se déplacer avec ce mode alternatif à d'autres modes. Vous parlez du taxi, mais il y en a d'autres. Et donc nous, on a toujours eu à cœur, et on le fait dans les 330 villes où on existe à ce stade. C'est une entreprise récente, mais qui a un petit succès, puisque l'entreprise a été créée en 2009, il y a 5 ans. Et on a toujours eu à cœur, en tout cas c'est très clair pour nous, de démocratiser le plus possible le transport avec chauffeur, y compris en embrassant de nouvelles formes d'économie et de mobilité. C'était le cas avec Uber Pop, avec aussi une façon de s'inscrire dans l'économie collaborative. Je pense que c'est le cœur du sujet aujourd'hui, donc on va y revenir. Si vous baissez de 20% vos prix aujourd'hui, c'est que vous vous êtes rendu compte peut-être que vous n'étiez plus justement dans cette démarche-là, ou plus assez par rapport aux autres. Ce qui est assez intéressant, c'est effectivement ce qui s'est passé ces dernières semaines. On a vu que des compagnies de taxi traditionnelles s'inscrivaient elles aussi dans cette concurrence tarifaire, en proposant finalement des innovations tarifaires sur le segment nocturne, sur le segment des jeunes. Et au fond, c'est ce qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire un écosystème qui joue la concurrence, qui accepte de changer, qui accepte la qualité de service, qui accepte également d'adresser peut-être d'autres segments, ce qu'on a essayé de faire, et d'autres entreprises le font aussi. Je pense le segment des jeunes, le segment de banlieue à banlieue, le segment des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour se déplacer avec les moyens traditionnels, notamment le taxi, même si on peut imaginer avec les dernières annonces des entreprises traditionnelles qu'il y aura peut-être des innovations tarifaires pour le moyen de transport taxi. Ce qui est certain, c'est que tout ce qu'on espère et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un écosystème dynamique, concurrentiel, qui propose des alternatives aux franciliens. C'est vrai, parce qu'on parle beaucoup, on dit Paris, on réfléchit aussi chez nous, on réfléchit par ville. En réalité, on dessert 300 communes françaises, on est présent dans 12 métropoles, c'est à peu près un tiers de la population française qui peut, je dis pas qu'il est connecté, mais qui peut se connecter à l'application si elle le souhaite, et on a vocation à couvrir le plus large territoire de toute façon.
Luc Bello, on a légiféré sur Uber, etc. Mais finalement, quand on voit ce qui s'est passé avec cette augmentation, cette baisse de 20%, elle vient parce que G7 et les taxis bleus ont baissé également de 20% et ont même proposé un forfait à 10 € pour les déplacements intramuros. Finalement, on dit c'est vachement bien, vive Uber, ils ont fait descendre les prix, c'est bon pour tout le monde. On ne dit pas vive Uber que parce qu'ils font baisser les prix. Mais nous, les consommateurs. Mais c'est bien aussi comme ça que je me positionne. On a aujourd'hui ces enjeux de disruption des modèles classiques. Ils sont encore plus vrais quand on a un opérateur qui a un monopole, même s'il y a plusieurs entreprises autour des taxis, et que ce monopole était arrivé certainement à la fin de en tout cas avait atteint les limites de son système avec un service qui n'était plus un service. Et on a été nombreux, quand on a découvert les services de VTC, à décider d'avoir une voiture propre qui sentait bon, un chauffeur agréable, qui montait pas les grandes gueules sur RMC quand on en recevait un coup de téléphone et qui pouvait plus entendre sa radio. Donc, et tout ça est du vécu que les uns et les autres peuvent connaître. Donc je crois que cette disruption, c'est l'enjeu de ce monde numérique, c'est la manière dont, à un moment, on vient casser des dogmes, un modèle préétabli qui s'installe et qui parfois est plutôt au détriment des usagers, des consommateurs au sens large, et qui a certainement besoin de se renouveler. Donc c'est vrai pour Uber autour de la manière de se déplacer, mais on aurait pu parler d'Airbnb. L'arrivée de nouveaux opérateurs dans tous les domaines. Quand Netflix est arrivé en France, on a annoncé la mort de toute la VOD, etc. Alors que Canal Play a une offre qui est plutôt de qualité, qui est plutôt plus large, y compris sur des productions Netflix. Donc on a, d'une manière générale, en tout cas un vrai problème en France à considérer, même avant de légiférer, toutes ces disruptions numériques. On a à la fois un phénomène de suffisance, certainement, en tout cas d'une certaine forme de prétention, qui nous laisse croire qu'on ne va pas être impacté par tout ce qui se passe dans le reste du monde. Puis quand on se rend compte qu'on l'est, et bien souvent il est un petit peu tard. Mais comment allez-vous faire pour... parce qu'il faut bien se prononcer sur tous les cas particuliers. Là maintenant, vous êtes prononcé sur Uber, mais on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles compagnies, je parle de Hitch, il y en a d'autres, etc., qui sont des petits Uber en puissance et qui posent les mêmes problèmes, donc il va falloir les prendre un par un. Vous avez passé votre vie à ça. Ouais. Alors c'est certainement un des enjeux. Je pense qu'il faut inverser le principe de cette question. D'abord, je pense qu'on n'a pas réglé le problème d'Uber et des VTC, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de fonctionner comme ils le devraient. On a aujourd'hui tout un tas de réglementations sur la formation, sur les heures de formation, sur les catégories de véhicules. La moitié des Uber à Londres sont des véhicules hybrides de marque Toyota, des Prius qui tournent dans la moitié de Londres. C'est quand même un peu mieux que d'avoir que des gros véhicules qui coûtent extrêmement cher. Il y a un service limousine et il peut être maintenu, mais sur du UberX, on a capacité certainement à travailler autrement et avoir d'autres types de véhicules et penser la ville et les déplacements en ville autrement. Et il s'agit plutôt d'inverser, plutôt que d'être dans une logique comme on a toujours eu au Parlement, qui était plutôt de limiter, d'interdire, d'encadrer tout ce qui était innovation et numérique. Il faut plutôt, à mon avis, donner la capacité d'abord à nos acteurs économiques d'exister dans ces domaines-là. Et si Uber a été, d'après la légende, inventé sur les Champs-Élysées un 1er janvier, quand il n'y avait plus de taxis... à la Tour Eiffel, pardon, on n'est pas très loin, et qui avait des véhicules partout qui attendaient avec des chauffeurs qui faisaient rien. Je pense qu'on avait peut-être capacité à ce que ce soit inventé et créé chez nous. Donc on a d'abord à amener notre écosystème économique à pouvoir développer ça, soit parce qu'on a des jeunes pousses qui vont innover et faire de l'innovation de rupture, soit parce qu'on aura des entreprises de modèles plus classiques qui vont pouvoir prendre ces virages. Donc d'abord ça s'accompagne, et puis ensuite il faut accompagner certainement les Français dans ce monde numérique et plutôt être sur une logique de nouveaux droits face à notre identité numérique et face aux citoyens, plutôt que d'être dans une logique d'interdiction, de limitation de ce qui peut se passer ailleurs. Et les nouveaux droits, dans le monde numérique, le meilleur. Ben, ce sera l'objet. En l'encadrant. Je ne suis pas sûr que l'encadrement soit la meilleure réponse sur toutes ces questions-là. Je pense que si on donne d'abord à nos entreprises la capacité de se développer sur ces domaines-là et aux citoyens la capacité d'exister dans ce monde numérique avec de vrais droits, c'est-à-dire des droits sur nos données personnelles, des droits d'accès, de rectification de nos données, de savoir quel usage en est fait, d'avoir un droit à l'oubli, au déréférencement, de portabilité. Moi, le jour où je veux quitter tel opérateur de téléphonie mobile, je peux conserver mon numéro. Par contre, quand je quitte telle marque de téléphone, je ne peux pas emporter ma musique avec moi pour aller vers une autre marque de téléphone. Ça pose un vrai problème. Il faut aujourd'hui que les citoyens puissent être
de vrais citoyens, y compris dans leur consommation numérique et dans leur identité numérique. C'est nouveau droit, c'est l'objet de la future loi République numérique. Et je crois qu'il faut plutôt être dans cette logique de donner des droits aux citoyens plutôt que d'être dans une logique d'interdiction et de limitation permanente. Et Pierre, est-ce que je peux juste rajouter un point, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le débat public est quand même en France relativement centré sur des sujets dépressifs. La crise, les fermetures d'usines, c'est absolument préoccupant. Vous avez sur le sujet taxi VTC et globalement des mobilités alternatives et des mobilités urbaines, vous avez un secteur entier à développer, porteur de croissance pour le pays, au local. C'est des emplois non délocalisables. Nous, on essaye, on a été, encore une fois, Uber s'est lancé en France, c'est la 6e ville. Donc, je vous ai dit, on est présent dans 331 villes à l'international. Paris a été la première ville internationale, 6e dans l'histoire d'Uber. C'est un marché évidemment très important, 12 millions de franciliens, 84 millions de touristes qui passent chaque année dans notre pays. Personne ne peut croire que ce sont quelques milliers de taxis et de VTC qui peuvent satisfaire les différents besoins de mobilité. Et moi, je veux juste insister sur un point, c'est que vous avez là un sujet formidable de croissance pour notre pays. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est extrêmement positif. 70% des chauffeurs qui sont partenaires et affiliés à la plateforme Uber ont moins de 35 ans. Je le dis également parce qu'il faut en avoir conscience, 22% des chauffeurs Uber, avant de faire cette activité-là, d'avoir monté leur entreprise, qu'elle soit individuelle ou SARL, ce sont des gens qui étaient au chômage, dont la moitié était au chômage de longue durée. C'est-à-dire un chauffeur Uber sur 5. Pardon de m'étendre là-dessus, mais on ne parle pas souvent des chauffeurs. La réalité, c'est que ce sont des entrepreneurs, comme 3 millions de personnes dans ce pays, qui ont créé des boîtes, qui créent de l'emploi, qui développent des activités. Et je pense qu'encore une fois, on est au cœur, on est sur un point de rupture, personne ne reviendra en arrière, en fait. Le sujet, il est de savoir comment on veut développer, sur quel type de règles, sur quel type de croissance, comment on veut développer une nouvelle économie qui est déjà engagée depuis 3 à 4, 5 ans, en réalité, y compris avec des acteurs traditionnels. Nous, on le dit très simplement, on le dit en off, on le dit publiquement, les taxis ne sont pas condamnés. On n'est pas au stade de la cannibalisation. Les taxis doivent pouvoir accéder, doivent pouvoir choisir librement leurs intermédiaires, leurs plateformes. La question, c'est encore une fois, quel est l'avenir du secteur ? Et l'avenir du secteur, on le voit, même M. Thévenoud, dans son rapport d'avril 2014, disait que Paris avait un retard par rapport à une ville comme Londres ou New York, et qu'on pouvait créer juste sur Paris 70 000 emplois. Nous, on a la conviction que sur l'ensemble du territoire, c'est près de 100 000 emplois d'ici 2 à 5 ans qui peuvent être créés. Je vais m'adresser à Juliette Langlais maintenant, qui représente Airbnb. Dont l'arrivée à Airbnb, le développement en France, on a l'impression que ça s'est fait quand même plus en douceur. C'est parce que vous avez beaucoup parlé avant d'avancer ? Je ne sais pas, quelques chiffres pour illustrer ce développement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit comme on en a vu avec Uber, quoi. Écoutez, nous, c'est notre approche, et ça l'a toujours été, ça l'est en France et ça l'est ailleurs dans le monde. On est plutôt volontaire pour accompagner les changements. On est conscient que le développement de cette nouvelle forme de consommation, de ces nouvelles pratiques, pose des questions. C'est le cas au niveau législatif, c'est le cas au niveau fiscal, c'est le cas aussi au niveau social, et on y viendra peut-être tout à l'heure. Et nous, on est vraiment dans cette volonté d'accompagner la réflexion des pouvoirs publics sur ces différents thèmes. En France, l'exemple le plus récent de cette coopération, de cette collaboration, de ce dialogue, c'est la taxe de séjour, la collecte de la taxe de séjour. Il y a 2 ans, la question était... C'était un peu sauvage avant, donc. Non, le cadre existait, simplement les voyageurs, par manque d'information, parce qu'il faut revenir quand même sur les bases. La taxe de séjour en France, c'est quand même très très compliqué. Vous avez 36 000 communes en France, il y en a 4 500 qui potentiellement collectent la taxe de séjour à des tarifs différents, au réel ou au forfait, selon des calendriers différents. C'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué non seulement pour les voyageurs, et pour les hôtes qui accueillaient ces voyageurs, parce que vous voyez bien que si vous ouvrez votre logement 6 jours par an ou pendant les grandes vacances, vous n'allez pas aller porter votre chèque de 5,70 € en fin d'année à la mairie. Et la mairie, en retour, vous dira « mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Donc le système n'était pas pratique. Voilà. Et donc on a dialogué avec les autorités pour imaginer un système qui puisse rendre la vie plus simple à tout le monde, du côté des touristes, des voyageurs, des hôtes, mais aussi du côté des municipalités. Et donc, ce processus a abouti
via changement législatif, loi de finances 2015, plus décret d'application qui est sorti récemment en août, à la mise en place de la collecte de la taxe de séjour aujourd'hui à Paris, voilà, par donc Airbnb, qui est effective. Pour résumer, vous êtes au milieu sur un échange d'appartements, c'est vous qui prélevez, c'est par vous que tout passe, Exactement. et vous reversez cette fameuse taxe de Exactement. séjour acquis de droit. Voilà, et tout ça se fait de manière automatique, puisque nous sommes une plateforme par qui le paiement transite, et donc on a la possibilité d'ajouter cette taxe au moment de la réservation. C'est quelque chose qu'on fait ailleurs dans le monde, déjà, à Amsterdam ou à San Francisco. Alors Alexandre nous parlait de la façon dont l'impression que Uber participe et développe et peut développer l'emploi en France. Vous avez l'impression que vous participez, alors c'est pas forcément de l'emploi, mais comment vous pouvez participer à l'expansion économique du pays ? Alors, nous, on considère qu'on a un réel impact économique et on se base pour soutenir ce discours sur plusieurs études qu'on a effectuées, à la fois par les dépenses occasionnées par les voyageurs qui sont plus nombreux à venir en France. Ils ont été 6 millions depuis 2008, dont 2,5 millions depuis le 1er janvier, donc la croissance est quand même très forte, mais aussi au niveau des revenus qui sont générés par ces locations pour les hôtes. Et on a estimé cet impact sur un an à 1 milliard d'euros. Les voyageurs qui utilisent Airbnb, et il y en a sans doute dans la salle, je l'espère, restent plus longtemps et dépensent plus. Ils dépensent plus dans les quartiers où ils résident. C'est-à-dire ce qu'ils ne mettent pas dans l'appartement, ils le dépensent Exactement. ailleurs et voire plus. Voilà, dans les commerces locaux, dans les restaurants, dans les musées, etc. Et la particularité d'Airbnb, c'est que 75% des logements sont situés hors des zones traditionnellement touristiques. À Paris, par exemple, là où on en a le plus, il y a le plus de logements, c'est le 18e, le 15e, le 10e, le 11e. Ce n'est pas des zones ultra touristiques a priori. Et donc, ça permet aussi une meilleure répartition de ces ressources, ces dépenses sur le territoire. C'est visiblement un problème parce que j'ai lu une statistique comme quoi, si on veut comparer des choses comparables, Paris avec, on va dire, Rome et Barcelone ou Madrid, que même si Paris reste la ville la plus visitée au monde, et bien c'était une ville où on dépensait moins d'argent finalement que dans des villes comme Barcelone, en dehors du logement, et Rome. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème, c'est que le logement était trop cher. Sans doute, ça je ne pourrais pas me prononcer à la place de mes amis fournisseurs d'hébergement traditionnels. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un appétit pour non seulement le prix, mais pour Airbnb, c'est vraiment pas le premier critère. Le premier critère des gens qui voyagent avec Airbnb, c'est avoir plus d'espace, c'est avoir accès à plus d'équipements. Si vous voyagez en famille, oui, vous préférez avoir une chambre pour vos enfants juste à côté et une cuisine que 2 chambres dans un hôtel où les échanges seront moins aisés. On va prendre un autre exemple maintenant avec La Ruche qui dit oui. Alors c'est un beau nom, Guilhem Chéron. Vous allez un peu nous expliquer le principe en fait de ce réseau alimentaire autonome qui permet de mettre en relation directement les producteurs et les consommateurs. Oui, donc La Ruche qui dit oui, c'est un projet qui a été lancé en 2010. C'est une plateforme qui permet finalement au plus grand nombre de pouvoir faire ses courses alimentaires directement auprès des producteurs agricoles locaux. On n'a pas inventé le circuit court. Le circuit court, c'est une solution. Donc circuit court, vente directe. Les agriculteurs fixent le prix de leurs produits et valorisent leur travail au maximum puisqu'ils sont commerçants de leurs propres produits. Donc le circuit court, c'est une solution pour l'agriculture pour arriver à mieux s'en sortir. C'est une stratégie des agriculteurs possible, souvent liée à des productions de qualité, puisqu'ils travaillent bien pour faire des bons produits, ils ont envie de profiter au maximum de la valeur créée. Il y a tout un écosystème qui date de très longtemps, puisque à la limite le circuit court c'était la première façon de commercer. En France, il y a les AMAP, donc plus associatifs. Dans le monde entier, il y a des circuits courts. La France montre une appétence très forte pour cette question de la qualité des produits alimentaires, très forte et très transsociale. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet qui est présent dans toutes les couches de la société, avec différents niveaux de compréhension, de connaissance des enjeux. Mais en fait, en gros, si vous demandez à n'importe quelle famille si une mère elle a envie que ses enfants mangent bien, elle dira oui, quoi. Et nous, en fait, le pari, c'était de dire le circuit court, comment faire pour que ça se développe, quoi. Ça se développe, mais en fait, l'idée, c'était de dire aussi, il y a Internet qui est là. Et ces agriculteurs, ils n'ont pas encore d'outils. En 2009, il n'y avait pas d'outils pour pouvoir vendre efficacement ces produits alimentaires quand on était agriculteur. Donc, on a lancé ce projet qui a 2 piliers. Un pilier effectivement technologique avec une plateforme qui est dans les mêmes logiques que Blablacar, Airbnb, Uber, c'est-à-dire un service fluide
pour le consommateur. Et un deuxième pilier qui est assez important pour comprendre la ruche qui dit oui, donc c'est vraiment le côté collaboratif. C'est-à-dire qu'on a ouvert un nouveau rôle économique et social, c'est le responsable de ruche. Le responsable de ruche, c'est quelqu'un qui déclare, moi, chaque semaine, je veux organiser la rencontre entre les producteurs et les consommateurs. Donc cette personne a comme mission de créer le réseau, trouver des producteurs, trouver des consommateurs. Elle est accompagnée par la plateforme, c'est son outil de base, un outil informatique efficace. La plateforme, c'est un outil de commande, en fait. C'est un outil de commande. Alors C'est-à-dire, je veux prendre 3 kilos de poireaux et 10 de carottes. Exactement. Alors, je peux vous faire rapidement chaque ruche. Donc, ruche, c'est un lieu où vous allez récupérer vos produits chaque semaine. C'est quoi comme lieu, par exemple? Eh ben, alors, ça s'est déclaré dans tous les lieux possibles. Ça va la première ruche est ouverte dans un pavillon, dans une zone pavillonnaire en banlieue de Toulouse. Et maintenant, il y en a, ça va du centre culturel, le centre sportif. À Paris, il y a des musées. En fait, une ruche, c'est un petit marché de producteurs. Donc, c'est comme un petit marché de producteurs très efficace. Donc, là, chaque semaine, vous avez l'offre en ligne, vous faites vos commandes. Là, c'est comme un marché, vous avez tous les produits alimentaires, viande, ils sont livrés légumes, dans la ruche. Et chaque semaine, à la fin de la vente, les producteurs viennent et distribuent les produits. Donc c'est un petit marché de producteurs. Pour les producteurs, au lieu de passer 8 heures en plein air sur un marché, ils passent 3 heures. Et ils savent ce qu'ils ont vendu à l'avance, donc c'est très efficace, ils perdent beaucoup moins de temps, moins d'énergie, et ça permet de les faire rentrer rapidement dans le circuit court. Vous avez parlé des AMAP, vous pouvez nous expliquer d'abord la différence entre vous? Ce sont des associations qui font un peu la même chose que vous, et qu'est-ce qui vous les différencie? Alors vous, c'est à but lucratif en fait. Ok. Alors, vous avez tout dit. Non, la différence. Alors, la MAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un réseau qui est hérité, à la base, des Japonais, qui après Hiroshima et certains scandales industriels dans les années 50, étaient très inquiets de leur nourriture et ont créé des contrats pour être sûrs d'où venait leur alimentation entre les producteurs locaux et les habitants. Donc, les gens payent à l'avance le producteur qui va assurer de les fournir pendant l'année. Les AMAP, c'est ça. C'est un contrat où on paye à l'avance, quelque part, on paye à l'avance la production. Donc c'est une relation très très forte entre un groupe de citoyens et le producteur, puisque on assure le risque du producteur. C'est-à-dire qu'on paye même s'il y a peu de production, en fait. Ça c'est l'AMAP. C'est un système qui est formidable, puisque le contrat social est hyper fort. Je paye à l'avance à mon producteur, c'est-à-dire j'assume le risque avec lui. On sentait que c'est un système qui est quand même très loin des pratiques de consommation dont on a l'habitude dans notre société qui a vécu quand même une consommation très libre, très libertaire, et pour qui ces contrats sont un peu loin de leur habitude. Donc la ruche, c'était dire comment on peut trouver un nouveau contrat dans le circuit court qui garde des avantages pour le producteur, c'est-à-dire que c'est lui qui fixe son prix. Sur la ruche, il récupère 84% du prix public, donc qui est mis en ligne. Il fixe son prix, il est libre de commercer ses produits, et en même temps, on offre une expérience au consommateur qui soit un peu plus simple qu'un contrat très engageant. Donc finalement, la ruche, le contrat commercial, c'est celui d'un marché. Vous faites vos courses comme sur un marché, vous achetez ce que vous voulez. Il y a une dimension un peu bio, vous parliez de produits. Alors, il y a 60% des produits qui sont en bio. Il y a une dimension, en fait, l'idée, c'est, notre vision, c'est on aide à la transition. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des producteurs de valoriser au mieux leur travail pour pouvoir encore améliorer la qualité de leur production. Donc on vise, pour nous, l'agroécologie, c'est un outil d'efficacité, finalement, de productivité pour l'agriculture. On est convaincu que c'est la meilleure façon de produire pour faire le plus d'économies possible et gagner le mieux sa vie possible. Donc on tire les agriculteurs vers ça par différentes procédures et accompagnements, mais on n'a pas limité au bio. Donc pour dernière question sur ce sujet, pour revenir sur ce qui est le centre de notre débat, sur comment vous contribuez tous au développement de notre économie. Bien, vous participez au développement de l'économie des producteurs. C'est la seule dimension ? Alors, il y a un des éléments forts, je dirais, dans ce projet, la ruche oui, ça a été de dire ouvrez des ruches, qui que vous soyez. Et ça, c'est spécial parce que c'est-à-dire devenez quelqu'un qui assume une distribution alimentaire, c'est pas rien. Et malgré tout, il faut pas avoir un peu de formation, un petit peu connaître.
Oui, alors les gens sont accompagnés, on a des bureaux en province, on a un accompagnement, on a une sélection des responsables de ruches, etc. Mais malgré tout, on s'aperçoit, c'est le principe de ces plateformes finalement. Ces plateformes, elles sont très puissantes parce que la porte d'entrée est très large. C'est en gros, c'est très ouvert. Et après, ça crée de la confiance avec les utilisateurs et de la qualité, avec un système de modération qui est à différents niveaux dans l'expérience. Donc nous, on arrive après 5 ans avec le sentiment d'avoir fait un pari qui marchait sur le fait de dire rentrez dans ce système, devenez, faites partie de ce réseau de distribution en devenant un professionnel. Enfin, les résultats sont spectaculaires, c'est-à-dire que les gens se forment, c'est un métier complexe, responsable de ruches, les gens se forment, progressent, ouvrent de plus en plus de ruches, deviennent des professionnels, ça crée de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, 80% de femmes, la plupart qui étaient à mi-temps ou sans emploi, qui ont ouvert des ruches, c'est une expérience hyper forte. C'est-à-dire que tout du jour au lendemain, elles se retrouvent à devoir trouver des producteurs sourcés, organiser des ventes, devenir bons commerçants, bons community managers. C'est hyper épanouissant comme activité. D'ailleurs, le réseau est solide parce qu'elles veulent jamais fermer leur ruche. C'est-à-dire que même quand c'est dur, ils tiennent. C'est hyper dur des fois, mais ils tiennent parce que c'est hyper fort comme expérience humaine. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est une dimension très forte au niveau social. On crée un framework, un espace d'entrepreneuriat qui est à la fois qui a le côté entrepreneurial où il y a une prise de risque et des vraies prises de risque, et à la fois c'est quand même accompagné de pair à pair avec des échanges entre responsables de ruches, etc. Voilà, donc ça c'est une chose assez importante. Puis bon, après il y a tout le côté consommateur, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer dans le circuit court des gens qui connaissaient pas cet univers-là, qui n'avaient pas idée, et ça popularise quand même beaucoup. Les ruches, au niveau social, c'est assez impressionnant, la diversité sociale. On a des ruches qui sont ouvertes vraiment dans plein de milieux sociaux différents. On n'a pas que des ruches dans les centres-villes pour les gens qui ont beaucoup de moyens. Il y a des ruches en banlieue, en périurbain, en rural. Parfois, ça sert de dernière épicerie dans des villages de campagne. Il y a une très grande diversité sociale. Donc ça, pour nous, c'est aussi quelque chose qui a été très important dans le projet, quoi. On va parler du covoiturage maintenant avec Laure Wagner de Blablacar qui vient d'arriver. Et Blablacar qui connaît aussi une réussite impressionnante, qui vient de lever plus de 170 millions d'euros, il semble. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour le développement en France ou international? Bonjour à tous, désolé pour le retard. Bonjour monsieur. Vous êtes venu avec Blablacar, non? La blague. Non, même pas. Du coup, j'en profite pour rappeler que le Blablacar organise plutôt des trajets longue distance. C'est 330 km en moyenne pour partir plutôt à Rennes, à Lille, à Lyon, ou partout ailleurs. Donc, avant de vous répondre directement, je quand même repose le contexte. Blablacar, donc service de covoiturage sur le web et sur mobile, et on a aujourd'hui 20 millions de membres dans 19 pays. On est en pleine expansion internationale, et donc cette levée de fonds effectivement de 200 millions de dollars vient nous aider avec 3 objectifs. Continuer l'expansion internationale là où on n'est pas encore, croître dans les pays qu'on vient de lancer, c'est-à-dire on vient de lancer le Mexique, l'Inde, l'Europe de l'Est, etc. Et puis croître toujours dans les pays dans lesquels on est actif depuis un moment, commencer par la France, l'Espagne, l'Italie, où on ne sent pas encore de plafond de verre. Il y a 38 millions de voitures en France, il y a de la marge. Donc l'objectif c'est ça, et c'est notre vision à long terme, c'est que plus aucune voiture ne roule avec des places libres et qu'on enraye ce gaspillage massif de places vides à bord. Donc, selon vous, là, il y a une grande dimension écologique. Oui, selon nous, c'est notre motivation. La lutte contre le gaspillage, en fait, aussi. C'est complètement un gaspillage. On ne le voit pas forcément aussi clairement que l'eau qu'on laisse couler pendant qu'on se brosse les dents ou jeter de la nourriture, mais rouler avec des places vides à bord, c'est du gaspillage massif. Donc on est là pour l'enrayer, et oui, notre vision de ça, c'est que ça se fera par la confiance, d'où notre gros travail, nous aussi, sur la structure. Il y a besoin d'avoir un tiers de confiance dans le covoiturage. Une communauté ne peut pas s'auto-gérer comme ça. Le covoiturage, il fallait l'encadrer pour que ça fonctionne, et donc nous, on est une équipe aujourd'hui de 380 personnes pour orchestrer. Donc aujourd'hui, on transporte 10 millions de personnes par trimestre sur des distances moyennes de 330 km. Vous ne pouvez pas contrôler tous ceux qui conduisent, tous les conducteurs? Alors, on ne fait pas... Comment vous faites pour détecter les chauffards? Alors, ça s'autorégule, figurez-vous. Donc, on est une communauté, on est une marketplace, avec des évaluations, c'est le point commun de nous tous ici. La communauté est gérée par donc, un tiers de confiance pour le covoiturage, donc c'est nous. Le conducteur évalue ses passagers à la fin du trajet, et inversement.
Et de manière naturelle, on a fait une étude avec TNS Sofres qui vient le confirmer, un conducteur qui a des passagers à bord roule mieux, respecte plus le code de la route que quand il est seul. C'est un garde-fou en réalité. Donc pas de chauffard, tout simplement. Déjà, les chauffards ne prendraient pas l'idée de transporter des passagers et encore moins, une fois qu'ils sont surveillés, de faire un excès de vitesse. Donc non, tout va bien de ce côté-là. C'est la vertu de la communauté en réalité. Et ces 170 millions alors ? Vous n'avez pas répondu, vous allez les investir dans quoi ? Ah si, j'ai dit 3 points. L'expansion internationale, croître dans les marchés qu'on vient de lancer et croître aussi dans nos vieux marchés maintenant. Vous participez comment là ? Chacun a trouvé finalement sa façon de justifier son activité qui s'insère dans la société. Vous, c'est comment ? Alors, si ce n'est effectivement la lutte contre le gaspillage. Ouais, il y a plusieurs vertus au covoiturage. D'abord, c'est très économique. On répond à une demande très forte de moyens de transport à bas coût. Mais aussi, on est là pour offrir une nouvelle liberté de transport. C'est-à-dire qu'on n'est pas présent que sur 30 lignes en France qui correspondraient aux rails ou aux lignes de bus qui viennent d'ouvrir. On est aussi présent, 97% de nos trajets ne correspondent pas à des lignes existantes. Ce sont des trajets de village à village, souvent de province à province, de Gap à Brive-la-Gaillarde, de Caen à Vannes. Enfin, voilà, des trajets qui sont compliqués en transport en commun et qui en voiture sont souvent plus rapides parce que c'est la vitesse voiture, sans correspondance, etc. Donc on offre une nouvelle mobilité écologique et qui en plus a une externalité positive qui est la sécurité routière. Très bien. Frédéric ? Je voulais juste dire un mot parce que vous avez évoqué la question de la sécurité, la question... Moi, quand j'ai utilisé Blablacar, je suis tombé sur un ambassadeur. Et donc, du coup, en fait, ça explique bien, je crois, le système de Blablacar et de finalement tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ce partage de la communauté et il y a un historique toujours. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça que je voulais ajouter à ce moment du débat, que ce soit Uber, que ce soit l'ensemble des activités, c'est que cette communauté et le fait que ce soit avec des nouvelles technologies et avec Internet, ça permet en réalité à la fois une régulation, mais aussi une surveillance de ceux qui pourraient ne pas être respectueux de cette communauté. Et donc ça, c'est un élément majeur, parce que quand on parle de transport, une des raisons pour lesquelles j'ai réagi, je le dis devant Luc, mais finalement il a dit quelque chose de pas si différent tout à l'heure, assez vertement, quand, je le dis devant nos amis d'Uber, mais quand il y a eu le débat sur Uber Pop, et qu'on s'est retrouvé avec... la garde à vue pour le patron d'Uber. Moi, j'ai déclaré à ce moment-là qu'on n'arrêtait pas l'évolution avec des gardes à vue. Et ce qui, pour moi, est très frappant aujourd'hui, quels que soient les secteurs d'activité dont on parle, c'est que ce qui est aujourd'hui, et quand on vous écoute les uns et les autres, c'est que finalement, vous donnez accès à des gens qui n'ont pas accès. Après, on peut l'appeler en disant qu'il y a des low cost, qu'il y a des nouvelles formes de consommation. Vous allez chercher des gens, que ce soit Airbnb, dans des quartiers où d'habitude il n'y en avait pas, ou apporter de la consommation là où il n'y en avait pas. Quand, avec Uber Pop ou Hitch maintenant, parce que la vérité, c'est que le texte, cher Luc, est très inadapté, puisque la frontière et l'application de ce texte donnera lieu un jour ou l'autre à des jurisprudences compliquées. Et moi, j'ai... des enfants qui sont adolescents, qui utilisaient Uber Pop, qui utilisent Hitch aujourd'hui. Et moi, je suis beaucoup plus sécurisé de les savoir dans une voiture, justement, Uber Pop ou Hitch, que quand, à l'époque, ils faisaient du stop à 4 heures du matin, parce que de toute façon, ils n'avaient pas quoi se payer un taxi, et qui faisaient du stop à 4 heures du matin et qui pouvaient tomber sur n'importe qui. Donc, en réalité, on voit bien que cette économie du partage, et moi, ça ne me choque pas qu'il y ait évidemment des gens qui gagnent de l'argent au bout. Parce que l'économie du partage, ça ne veut pas non plus dire, il ne faut pas être naïf, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le mot économie. Et qu'il faut qu'à un moment, il y ait des activités. Si on veut que ça crée des emplois et que ça génère de la croissance, il faut qu'il y ait de l'activité. Mais c'est très important, me semble-t-il, à ce moment du débat, c'est pour ça que je voulais dire ça, d'insister sur... Le fait que quand on va entraver cette économie du partage, cette économie collaborative, cette économie disruptive,
on l'appelle comme on veut, en réalité, on remet des gens dans le noir ou dans l'ombre, alors qu'ils en étaient sortis. C'est ce qui se passe exactement avec le service qui était proposé par Uberpop. Alors on a décrit différents secteurs d'activité qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On va passer à un autre qui est l'investissement avec Antoine David, qui représente Capital, qui est un fonds d'investissement dont tu vas nous expliquer d'ailleurs comment il aide cette économie à se développer, sachant que vous avez passé un bon moment au Bon Coin, hein, qui est quand même un aussi des précurseurs. Il faut savoir, le Bon Coin, vous avez des chances d'être passé par le Bon Coin, parce que 71% des gens, des Français, sont passés une fois dans leur vie par le Bon Coin, ont vendu quelque chose ou acheté quelque chose. Oui, alors le Bon Coin, c'est un petit peu moins disruptif, mais il y avait un besoin français pour comment vendre tout ce qui était occasion, et donc ça a fabuleusement bien marché, et parce que l'idée générique du Bon Coin, c'était de se dire tout ce qu'on pouvait vendre dans sa cave, tout ce qu'on pouvait rapporter de l'argent, et dans notre société de consommation, on a tellement de choses, on a tellement de produits qui sont dans nos greniers, dans nos caves, quand on a de la chance d'avoir un grenier et une cave, que c'était vraiment très intéressant de faire un peu ce vide-grenier qui existe depuis très 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 longtemps, mais de le mettre sur l'outil digital, et donc ça a plutôt pas trop mal fonctionné, puisque, comme vous le dites, il y a énormément de personnes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus grandes marques digitales en France. Voilà. C'est un produit qui n'est pas né en France, hein, qui est né dans les pays nordiques, mais qui s'est extrêmement bien développé en France, qui existe dans 20 pays maintenant. Mais le plus gros succès, ça a été la France. Alors pour en revenir à votre activité actuelle, qui est l'investissement, donc est-ce que vous assistez à une explosion des idées, des propositions, et finalement vous avez tellement de propositions que vous ne savez plus lesquelles privilégier? Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que nous on fait, c'est qu'on est le dernier, je dirais, bastion attaqué par le digital. Aujourd'hui, qui est le monde, alors ça c'est toujours pareil, on a des terminologies anglo-saxonnes, qui est le monde de la fintech, la finance et les technologies, qui sont alliés pour effriter, pour pas dire casser, parce que ça on dit pas, c'est pas très politiquement correct, le monopole bancaire en fait. Et donc en fait, tout notre secteur est en train d'aujourd'hui de remettre en cause le monopole bancaire et de remettre en cause tout le système d'investissement qu'on a pu voir apparaître après la Seconde Guerre mondiale, et qui aujourd'hui, grâce, je dirais, ou à cause d'une énorme crise financière dans les années 2008, on a vu apparaître justement, et là on parle vraiment de disruption, si je peux utiliser ce terme qui est un terme anglo-saxon encore une fois, et qui va véritablement, je pense, chambouler énormément de choses, puisque en fait on a touché à pas mal de sujets aujourd'hui, mais le dernier c'est votre argent. C'est quand même le pire, c'est quand même celui où on a le plus peur, et surtout en France. Et cet argent-là, surtout en ce moment, et cet argent-là justement va être géré d'une autre façon, investi d'une autre façon, proposé à des personnes d'une autre façon, et tout ça alors qu'on avait des organismes institutionnels très forts, très puissants. Et là on parlait de réglementation à chaque fois sur plein de sujets. Alors vous imaginez pas, sur cette partie du monopole bancaire, ce sont des réglementations monstrueuses qui sont en train de tomber. Les lois qu'on voit apparaître aujourd'hui sont étonnantes et surprenantes par leur capacité à remettre en cause tout ça. Mais aussi, encore une fois, c'est grâce à cette crise bancaire où les fameuses banques, et j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, ont quand même entaché leur image par la création de produits bancaires qui n'étaient pas obligatoirement fabuleusement propres, voire complètement toxiques. Voilà. Donc, moi, le dernier point, enfin pour moi, on est vraiment au dernier stade de l'évolution pour moi et de la révolution que le digital amène, justement de s'occuper de cette partie finance qui est quand même dans le poids mondial. La finance, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus gros, qui gagne le plus d'argent, qui a le plus de pouvoir. Donc véritablement, on est sur le dernier maillon de cette chaîne où le digital, comme vous l'avez pu le voir aujourd'hui, a disrupté ou tout du moins a voulu révolutionner pas mal de choses. Je pense que la dernière phase, c'est cette partie-là. Peut-être qu'après, l'autre dernière, ce sera le digital qui révolutionne les politiques. Et ça, c'est, je pense... Mais je reprenais votre expression sur la ligne Maginot. Je pense qu'en fait, on essaie tous de ne pas la franchir, mais la contourner, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une inertie dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines et à beaucoup de niveaux qui étaient construits. C'est des maillons, des chaînes qui ont été construits au fur et à mesure. Et dans le monde de la finance, vous imaginez pas, c'est des intermédiaires dans tous les sens. Mais dans tous ces mondes qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est cela aussi. C'est énormément d'intermédiation. Donc on a tous détricoté, ce monde pour essayer de voir à chaque niveau comment on pouvait améliorer
le processus et améliorer les choses. Et en fait, quand vous regardez bien, tout le monde a remis l'homme au cœur du sujet et a remis en fait l'homme acteur du sujet. C'est-à-dire qu'on était tous des consommateurs passifs et on devient des consommateurs actifs. Jusqu'à décider où je vais mettre mon argent, parce qu'en fait, avant, vous ne décidiez pas où vous mettiez votre argent. Vous aviez des produits bancaires, vous ne saviez pas ce qu'il y a derrière. Donc jusqu'à la dernière partie, je vais décider comment je consomme, avec qui je roule, où je vais passer mes voyages, dans quel endroit. Et donc c'est pour ça que c'est plus qu'une révolution, c'est une lame de fond. Alors évidemment, c'est une révolution, et comme toute révolution industrielle, bien évidemment, pas une révolution politique, mais industrielle, il va y avoir des morts, même beaucoup, plus qu'on l'imagine. Dans le bancaire, on a une petite annonce d'un groupe qui dit qu'elle va fermer des agences. Donc évidemment, elle va fermer des agences, elle va faire que des emplois vont tomber. Donc on va en créer d'autres dans les emplois, parce qu'à chaque révolution... Vous parlez de la Société Générale. Je parle d'un groupe bancaire. On va en créer d'autres et plein. À un moment, vous aviez des distributeurs de charbon partout dans Paris et c'était des emplois. Puis à un moment, l'électricité est arrivée. On va avoir exactement le même phénomène. On ne le voit pas, on n'y pense pas. On dit juste problème de réglementation, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On est obligé de réglementer cela, parce que c'est quand même très troublant. Mais je pense que, et si on remet sur qu'est-ce que ça apporte à l'économie, je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est sur la France, comment nous, Français, on va réussir à se battre dans cette économie mondiale, parce que c'est très, très, très simple de faire un Uber. En fait, la technologie, il n'y en a pas beaucoup, ça coûte pas cher. Demain, je refais une application Uber pour quelques milliers d'euros. Donc, il y a la marque, il y a énormément de choses qui font que ça a une valeur ajoutée. Mais, si. Et la technologie, en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le même prix que la technologie d'avant. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très révolutionnaire. C'est-à-dire que n'importe qui, on va casser pas mal de coûts sur ce marché. Sur chacun des marchés, on va réussir à casser des coûts. Et sur le monde de la finance, qui est le mien, on va vraiment casser énormément. Beaucoup d'intermédiaires prenaient leur marge et on va véritablement cacher énormément de coûts par rapport à cela. Et je pense que c'est tout le débat, pas véritablement un débat, mais qui est une lame de fond, c'est comment bien organiser ça pour pas qu'il y ait des dérives. Et justement, je parlais de ça avec François Monbois, c'est juste votre voisin, président de la FEVAD, donc la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Frédéric disait qu'il y a 10 ans... c'était vous les pionniers. Et là, quand vous entendez votre voisin parler de lame de fond, d'il va y avoir des morts, on va bouffer tout le monde, etc., ça vous fait peur? Est-ce que ce sont des gens qu'il faut accompagner ou est-ce que ce sont des concurrents? Moi, je ne raisonne pas en termes de concurrents ou de choses comme ça. C'est intéressant d'avoir entendu toutes ces expériences. Si on essaie de résumer un peu ce que j'essaie depuis le début, qu'est-ce que c'est le collaboratif en fait? Si on essaie de synthétiser. Alors au début, je pensais, mais ça ne concerne pas tout le monde, que c'est substituer une relation de marchand à consommateur, donc avec du droit conso, on protège le consommateur contre le marchand qui sait tout, à une relation de pair à pair, en fait, d'égal à égal. Alors ça, ce que j'ai dit, c'est vrai pour Uberpop, c'est vrai pour Airbnb, vous allez chez Monsieur Tout le Monde, c'est vrai pour Blablacar, vous allez dans la voiture de Monsieur Tout le Monde, c'est pas trop vrai par contre pour La Ruche qui dit oui, hein, où il y a du collaboratif. Donc il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a ça beaucoup pour le collaboratif. Il y a aussi un aspect disruption, d'aller plus vite, de casser les modèles existants, les lourdeurs existantes qui ont été mentionnées. On a fait une étude à la FEVAD sur les tendances signaux faibles de collaboratif avec Bernard Sananès il y a 1 an et demi. Et les 3 qui sont sortis étaient là. C'est-à-dire, c'était le transport, à la fois de ville à ville et intramuros. Les gens sont là. C'était le logement. Donc c'est Airbnb ou aussi Homelidez pour les maisons de campagne. Et c'était l'alimentaire. Tendance très forte des gens, ça a été dit, et c'est ressenti dans les études, il y a un manque de confiance avec la vache folle, avec la viande de cheval, vers ce qu'on nous vend dans les boîtes, on ne sait pas ce qu'il y a, besoin de savoir qu'on achète tel produit à telle personne. Donc je crois que toutes ces innovations, c'est basé quand même sur le pouvoir d'achat. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, moi je peux le dire, ils le disent peut-être pas tous, mais... il y a un gain de la part des gens qui prennent le service. Ça a été dit pour Uber, c'est pris par des gens qui prennent pas de taxi, mes enfants, typiquement, ils prennent des Uber, ils prennent jamais de taxi. Mais de la part aussi des gens qui fournissent le bien. C'est-à-dire Uberpop ou Blablacar, c'est des gens qui ont un bien, qui ont une voiture, qui utilisent ce bien pour se faire rembourser une partie des frais d'essence ou avoir un revenu complémentaire. Et en période de crise, ça a été dit sur le nombre de chômeurs, c'est quand même pas négligeable. Et puis... donc ça va continuer. Et puis il y a la technologie.
C'est-à-dire que la technologie permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Les taxis, pourquoi on arrive à la fin d'un cycle? Parce que avant, le taxi était la seule personne qui savait vous amener dans tel endroit de Paris du premier coup. Maintenant, avec des applications, tout le monde le peut. Donc les consommateurs se disent, mais attends, pourquoi je vais payer une fortune? Je prends une voiture normale pour aller à un endroit, avec mon Google Maps, même je peux corriger le taxi en disant tournez à droite, pas à gauche. Donc là où la technologie permet de gagner du temps, de faire des économies, les consommateurs acceptent plus de payer quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est un mouvement, enfin je crois pas, j'en suis sûr, c'est un mouvement mondial. On en parlait avec Frédéric Lefebvre, effectivement, d'être aux États-Unis, c'est peut-être bien pour ça, parce qu'il le voit et ça arrive quelques années plus tard en Europe. Mais ça gagne tous les pays d'Europe. Je dirais que ça gagne même des pays où le e-commerce est un peu en retard. Je pense à l'Espagne, l'Italie, où le e-commerce n'est pas encore totalement développé. Les gens ont Internet, mais l'idée de payer aujourd'hui pour un colis qu'on va recevoir plus tard, dans les pays où la Poste a longtemps été défaillante, ça marche pas bien. Par contre, les services comme Airbnb, les locations comme ça, dans les pays d'Europe du Sud où il y a la crise, je sais par des gens d'autres plateformes, que ça se développe énormément. C'est-à-dire que les gens, maintenant, n'hésitent plus, et c'est quand même le mot de confiance est important, à donner les clés de chez eux à un inconnu total. Pourquoi dites-vous que la ruche, c'est pas la même chose? Bah, parce que finalement, c'est de la vente, pas à distance, mais c'est de la vente par Internet. Oui, mais c'est un paysan qui vend à un consommateur. C'est pas deux gens normaux. Il y en a quand même un qui produit des légumes et l'autre qui va les manger. Donc, c'est pas la même chose. Mais là où c'est intéressant, la ruche, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'on amène des consommateurs ou des citoyens à changer de métier. Ce qui a été dit, c'est important, c'est les gens prennent un rôle un peu différent. C'est-à-dire, j'achète pas un produit normal en m'en fichant. Non, je vais noter, je vais noter le chauffeur, je vais noter le produit. C'est amusant, on pourrait faire au moment où on supprime les notes à l'école, on en met partout dans le collaboratif. Et tout le monde a confiance dans les notes données par les pairs, effectivement. Moi, j'ai travaillé à la FNAC, ça fait longtemps que la FNAC était désespérée parce que les gens ont plus confiance dans les notes des consommateurs que dans le labo FNAC. Alors, le labo FNAC, pour la FNAC, c'était quand même la Bible. Donc, il y a une tendance à monter en puissance des consommateurs qui sont plus dans un état passif où j'achète n'importe quelle prestation, mais je prends du pouvoir, je choisis, je note, je donne mon avis, et je sais que mon avis sera... Si je suis pas content d'un voyage ou d'un chauffeur, je dis que je suis pas content et je sais que la plateforme va en tenir compte. Et donc, c'est important et c'est bien. Et donc, la challenge, pour revenir à votre question, c'est sûrement pas effectivement mettre une barrière parce que le tsunami sera plus fort. C'est comment intégrer ces services nouveaux dans la société normale sans aller les assommer de taxes, parce que c'est pas le but, mais de les rentrer dans le système normal le plus simplement, je dirais le plus en douceur possible. Damien Demailly, qui est économiste, qui travaille sur un programme transversal Nouvelle Prospérité à l'IDRI, vous allez me dire ce que c'est. On a entendu les modèles économiques, selon les activités c'est un petit peu différent. Est-ce que cette économie qui nous semble nouvelle, dont on nous dit qu'elle va révolutionner notre économie en général, finalement, est-ce qu'elle ne va pas rentrer dans le rang à un moment donné et devenir une économie, entre guillemets, un peu normale ? Bonjour, donc oui, l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. On a une fondation qui est rattachée à Sciences Po. On travaille sur le développement durable, donc c'est pas forcément la perspective qu'on a pris là-dessus, mais je voudrais un peu apporter cette dimension-là. Est-ce qu'elle est en train de rentrer dans le rang ? Je pense que... Est-ce qu'elle va à un moment donné rentrer dans le rang ? Là, elle arrive, elle submerge tout et c'est pas fini apparemment. Elle submerge tout, mais après moi, j'ai pas envie de faire un peu de prospective à très long terme. Je sais pas quelle forme elle prendra demain. Typiquement sur la question de la mobilité, on voit bien que des choses comme le covoiturage, la location de voitures entre particuliers, type Drivey, Coulicard, d'autres choses également dont on aura pu parler, sont en train de révolutionner la mobilité. Mais à côté de ça, on a aussi des acteurs type, si on parle de location de voitures, Europcar, Avis, Hertz, qui d'ailleurs rachètent certaines de ces startups-là, qui sont en train de s'hybrider. Il y a aussi une forte hybridation entre ces plateformes pair à pair et l'industrie un peu plus traditionnelle. Alors, est-ce que le monde de demain sera que de la plateforme pair à pair où tout sera rattrapé par un modèle industriel qui aura évolué ? Je sais pas, ça on verra bien. En tout cas, il y a une innovation, il y a souvent une rupture dans la manière dont on peut produire, apporter un service, qui est radical. Et ça, je pense que pour le coup, ça va continuer. Juste pour l'aspect, c'est ce que disait Frédéric Lefebvre, sur l'aspect créativité. Moi, je pense que c'est ça aussi qui d'ailleurs, dans un monde une France un peu décliniste, ça qui fait du bien, c'est ce côté un peu de créativité. Et je pense que peut-être un peu faut rendre justice à la créativité qu'on trouve dans l'économie
collaboratives, j'aime pas trop ce terme, mais des économies des plateformes, qu'on trouve également au-delà de ce que moi j'appellerais, faut pas le prendre mal, les capitalistes 2.0. C'est pas du tout, il n'y a pas de genre moral négatif quand je dis ça. On a beaucoup de gens à la table qui sont des gens qui ont des objectifs de création de valeur économique, de capturer la valeur, pérenniser, rentabiliser leur modèle économique, trouver non pas à ponctionner, mais à faire que les gens qui utilisent leurs services payent une commission pour Blablacar ou une commission sur Airbnb pour que ce soit rentable. Donc la question, l'objectif, c'est un objectif économique. Très bien, pas de problème. Oui, ils veulent faire marcher leur boîte. Ils veulent faire marcher leur boîte. Ce qui est aussi intéressant de se rendre compte, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui ont des logiques d'action un peu différentes, qui également essaient de dire comment je peux à la fois capturer la valeur économique, mais également créer de la valeur sociale et environnementale. Je pense que certains aussi l'ont un peu dit ici, on pourra en discuter, mais je pense qu'il y a un peu, à côté du capitalisme 2.0, il y a l'économie sociale et solidaire 2.0. Et il y a à côté aussi une forme d'associatif 2.0. Et donc notamment, ça veut dire qu'il y a des gens qui créent aujourd'hui des plateformes, bénévolement plus ou moins, où les gens peuvent se donner les choses entre particuliers. Donc récup.net, donnons.org, ce genre d'exemple. Il y a également des plateformes qui sont créées, mais notamment parfois même dans des petits territoires. C'est l'innovation sociale dans les quartiers où les gens développent des plateformes pour pouvoir se prêter les choses entre eux. Donc cette économie du partage des plateformes, je pense qu'elle est perturbante, elle est extrêmement foisonnante, intéressante, dans toute cette diversité aussi que moi j'aimerais bien qu'on la considère. Je vais quand même peut-être donc apporter un peu mon regard développement durable là-dessus. On n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'en effet, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces plateformes-là aujourd'hui, elles permettent de modifier la manière dont on se déplace, on consomme, et plein de choses comme ça. Et on a besoin de ces innovations-là. C'est vrai que le cas de les voitures, le taux d'occupation moyen d'une voiture sur un trajet domicile-travail, c'est 1,08. On se dit qu'il y a un problème. La voiture, elle passe la plupart de son temps garée là, dans la rue ou sur le parking. On se dit qu'il y a quelque chose qui marche pas forcément bien, qu'on pourrait faire mieux. Donc, on voit bien que ça transforme la mobilité, ça transforme également les biens matériels. On a parlé de Le Bon Coin, on pourrait parler des systèmes de prêt, de location entre particuliers, la manière dont on veut s'alimenter. La ruche qui dit oui, on est l'exemple typique. Donc voilà, tout ça ouvre de nouvelles manières de consommer, de faire, et donc des opportunités pour le développement durable. Donc ça, je pense qu'il faut l'intégrer. Mais il faut l'intégrer sans non plus être un peu naïf, j'ai envie de dire. Il ne faut pas tomber dans le cas inverse, où parce que c'est neuf, c'est forcément bon pour tout ce qu'on est en train de raconter. Alors là, je vais profiter un peu pour être, après le côté optimiste sympa, le côté un peu pessimiste et contradictoire. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'Airbnb, par exemple. J'entends bien ce qu'on raconte sur la répartition de la valeur qui serait plus territorialisée dans plein de types de quartiers, je ne sais pas quoi. Moi, j'aimerais bien un jour qu'il y ait des études qui viennent pas d'Airbnb qui soient faites là-dessus. Je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que moi, à l'heure actuelle, ma vision, c'est de me dire, peut-être qu'en effet, Airbnb, c'est dans le 18e arrondissement. Moi, je vis dans le 20e, mais dans le même genre de quartier. Je loue mon appart sur Airbnb. En effet, j'en profite. Sauf qu'étant, je suis peut-être un peu le profil typique du Parisien qui a suffisamment d'argent pour s'acheter un appartement sur Paris. Donc voilà, je veux juste, il faut apporter un peu de nuance, et peut-être qu'on l'a pas vraiment eu aujourd'hui parce que c'est pas forcément la table ronde des gens qui étaient là, mais je pense qu'il faut l'apporter de ce point de vue-là. Pareil sur les questions de covoiturage et sur les questions de la dimension écologique de tout ça. Moi, je pense aujourd'hui ce qui serait important, c'est que Blablacar travaille avec ces données et les partage avec d'autres, des chercheurs ou des agences françaises, de l'État, qui essaient d'analyser ça, parce que dernièrement, on a une étude qui disait à peu près l'inverse de ce que Laure nous expliquait. Je ne sais pas qui a raison. En tout cas, il y a peut-être un moyen de mieux analyser ce qui est en train de se passer. Est-ce que le covoiturage, vraiment, ça permet, non pas d'éviter le train et de vider les trains, ce que certains disent, mais plutôt de créer des déplacements là où on ne pourrait pas y en avoir? Je ne sais pas, mais je sais pas. J'ai mon idée à la lecture de tout ça. Mais grosso modo, en tout cas, voilà. Il faut, mieux comprendre, et deux, ne pas non plus tomber dans une forme de naïveté ou de béatitude vis-à-vis de l'économie du partage, ou j'ai envie de dire l'économie du plateforme. En matière de créativité, je pense qu'il faut donc être créatif. Créatif, que les entrepreneurs notamment se saisissent des endroits où on peut apporter des contributions notamment au développement durable. Créatif en termes aussi de politique publique. On a parlé de l'exemple Airbnb qui, je pense, pour ça vraiment symbolise un peu comment on peut avoir une forme de partenariat entre le pouvoir public et une plateforme pour répondre à l'enjeu, en l'occurrence de la taxe de séjour, de la fiscalité de manière originale. Moi, je pense que c'est extrêmement intéressant. Autre type aussi, là je reviens un peu avec ma casquette, question environnementale, développement durable, il y a aussi un besoin, je pense, de décloisonner les politiques publiques. Aujourd'hui, on a une politique de l'innovation numérique qui s'intéresse au numérique et qui ne s'intéresse pas vraiment à la valeur sociale et environnementale des innovations numériques. Et à côté, on a une politique environnementale qui
s'intéressent aux questions de mobilité, de déchets, de ce genre de choses, et qui, franchement, de ce que je vois, sont souvent, pas toujours, mais quand même souvent, assez imperméables à ces innovations-là. Il y a un vrai, je pense, décloisement des politiques publiques à avoir, qu'on sorte des grands discours à la Jérémy Rifkin et qu'on voit concrètement ce que ça veut dire dans la manière dont on organise nos États, nos administrations et nos politiques publiques. Voilà. On va terminer avec Luc Bello avant de redonner la parole pour la transition avec la deuxième table ronde. Dans tout ce qu'on vient entendre ici et pour reparler de cette économie, je sais qu'aujourd'hui Pascal Terrasse, qui est député également, qui a été nommé aujourd'hui parlementaire en mission auprès de Manuel Valls sur l'économie du partage. Est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment un centre d'intérêt. Ça veut dire qu'il faut identifier les besoins et ce que peut apporter cette nouvelle économie. Est-ce que ça peut aussi être le prémisse d'un futur, je ne sais pas, secrétariat d'État à l'économie du partage? Alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'à un secrétariat d'État. Pascal Terrasse serait très content que vous évoquiez ça pour lui, mais là, je pense qu'au moins, il y a une vraie problématique. Ces sujets numériques, je le disais tout à l'heure, on légifère très très mal parce qu'on prend la question à l'envers. Et cette année, ça va être une session parlementaire où on va avoir 3 textes importants. L'Open Data qu'on a voté mardi soir, la loi République numérique qui est en consultation depuis maintenant 2 semaines et qui passera en commission au mois de décembre, en séance en janvier. Et puis la loi Macron 2 qui, elle, concernera beaucoup plus l'écosystème. Donc il y a un enjeu plateforme, données personnelles, citoyens qui sera dans la partie le maire, mais il y a un enjeu développement, ce que j'évoquais tout à l'heure, accompagner nos écosystèmes économiques dans ce monde numérique, et ça, ce sera sur ce qu'on appelle aujourd'hui la loi Macron 2, et c'est l'objet même de la nomination de Pascal Terrasse aujourd'hui, sur ces enjeux-là, c'est pouvoir faire le tour de ce qui existe, quels sont les enjeux, et comment on peut, pour une fois, être dans le légiférer bien et le légiférer vite. Moi, je ne suis pas pour une société libérale où on laisserait tout se faire. Et puis, il y a de très bons exemples. Je suis le groupe d'études sur les drones qui est piloté, présidé par un de tes collègues républicains. Et la preuve que quand on prend bien un sujet, on accompagne du développement, du business et de la création de valeur. Voilà, les drones, on a la meilleure législation et la meilleure réglementation au monde. Et aujourd'hui, tous les acteurs qui sont dans ce monde du drone nous demandent d'aller expliquer dans les autres pays, lorsqu'on y va, qu'il faut faire la même réglementation. C'est celle qui permet de développer l'économie et le business. Donc voilà, je crois qu'on peut savoir faire ça. Pascal Terrasse, je pense qu'on aura l'occasion d'auditionner chacune des sociétés présentes autour de la table ronde. Et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter ça très vite dans la commission spéciale pour la loi Macron 2, certainement début janvier 2016. Merci à tous pour cette première table ronde. On va passer à la deuxième table ronde dans un instant qui, elle, va évoquer l'investissement du citoyen dans la communauté.